Bonsoir ou rebonsoir aux Gardois qui nous suivent depuis le début de notre émission à 22 heures. Je vous le rappelle, ce soir c'est Face à Objectif Gare, le débrief. On a eu pas mal de personnalités politiques qui sont venues sur notre plateau et en tout début d'émission, je le rappelle, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, c'est le préfet du Gard qui a pris la parole pour nous expliquer un petit peu cette journée et puis nous expliquer aussi dans quel état et dans quelle situation nous étions dans le Gard par rapport à cette épidémie. Pour l'instant, je vous propose d'aller direction Saint-Gilles puisque nous avons Eddy Valadier, le maire de Saint-Gilles, qui est avec nous et qui a été réélu dès le premier tour. Alors, est-ce qu'on doit vous appeler Monsieur 70%? C'est quelqu'un qui m'a soufflé cette question il y a quelques instants. Vous savez, on me donne beaucoup de sobriquets. En 2014, Gilbert Collard avait dit que j'étais la moitié d'un maire, parce que j'avais fait 51,5%. Aujourd'hui, je fais 70,03%. Je ne sais pas comment on doit m'appeler, mais écoutez, moi je suis heureux d'avoir eu à nouveau la confiance de mes concitoyens. Je présume que ça fait du bien quand même d'être réélu dès le premier tour. Est-ce que vous avez une explication sur ce score quand même assez extraordinaire de plus de 70%? C'est quoi? Au-delà des Saint-Gillois qui vous font confiance, il y a aussi tout le travail que vous avez opéré pendant 6 ans sur le territoire de Saint-Gilles. On l'a dit, hein, la ville de Saint-Gilles, pendant ces 6 dernières années, elle a extrêmement changé. Effectivement, hein, lorsqu'on est maire sortant, on s'interroge. Est-ce que ce que j'ai fait pendant 6 ans a correspondu aux attentes de mes concitoyens? Est-ce que j'ai respecté mon programme? Et je crois qu'effectivement, j'avais pris des engagements il y a 6 ans, je les ai respectés. Pour tout vous dire, j'ai bien compté à 92%. Je crois qu'ils ont reconnu que j'avais œuvré avec passion, avec sérieux, avec enthousiasme, mais aussi avec beaucoup de disponibilité. Donc ça, c'était déjà un acquis. Et puis, c'était aussi une élection pour aller jusqu'en 2026. Je crois avoir présenté un projet qui correspondait aux attentes de mes concitoyens avec une belle équipe. Et puis, tout ça a fait ce score, effectivement, qui me surprend moi-même. Ça veut dire que vous allez arriver en force à Nîmes Métropole. On sait que vous briguez la présidence de Nîmes Métropole. Vous êtes 2 à ce stade, puisque Franck Proust aussi a fait acte de candidature. Mais aujourd'hui, vous arrivez avec effectivement un score très fort dans cette réélection à Saint-Gilles. Est-ce que vous pensez fort justement ou fort légitimement pouvoir obtenir cette présidence? Moi, j'y arrive pas fort. J'ai la légitimité qui me vient de ma collectivité en tant que maire sortant, le score que j'ai fait. Mais la ville de Saint-Gilles, c'est une commune parmi 39 autres. Donc, je crois qu'il n'y a pas de fort ou de moins fort. Il y a la nécessité dans cette agglomération de porter un projet, de porter une vision, de porter surtout une méthode de travail à l'intérieur de cette collectivité. Il y aura 105 élus, mais je ne suis pas particulièrement l'homme fort de cette agglomération. Je suis l'un des 39 maires. Oui, mais à la fois, ce qu'on a envie quand même de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous briguez cette présidence, on est bien d'accord que vous l'avez d'ailleurs exprimé pendant la campagne, c'est peut-être aussi à défaut de la ville-centre de Nîmes qui, pendant des années, on a senti chez les maires des communes autres que celles de Nîmes qu'il y avait un peu une préférence pour des projets structurants, pour des équipements qui systématiquement étaient à destination du territoire nîmois et pas forcément des territoires autour de Nîmes. Je crois qu'une agglomération, justement, c'est 39 communes. Donc c'est un territoire large. Évidemment que la commune centre, la ville de Nîmes, qui pèse 60% de la population, plus de 65% de sa richesse, doit être le cœur de cette agglomération. Mais c'est aussi de l'aménagement du territoire, c'est aussi un projet d'agglomération, de faire en sorte que les 38 autres communes puissent se développer, vivre, s'améliorer, se dynamiser. Donc mon ambition, c'est pas d'être le candidat des uns ou des autres, c'est d'être le candidat de l'ensemble de ce territoire. Un petit mot quand même. Si finalement, aujourd'hui, vous briguez la présidence, est-ce que ce n'est pas non plus pour poursuivre le travail qu'a pu faire Yvan Lachaud à travers les fonds de concours dont la ville de Saint-Gilles a largement bénéficié? Je crois que les fonds de concours, il faut bien réaliser que c'est 6 millions d'euros en moyenne par an sur un budget de 337 millions. Donc on parle d'une chose on essaie de la faire apparaître comme la plus importante des choses, alors que c'est très loin s'en faut la plus importante. C'est important pour les collectivités les plus modestes qu'on les aide, mais c'est pas l'essentiel de l'action et du budget de l'agglomération. Je crois qu'on en fait beaucoup trop
sur ces fonds de concours. Donc moi, je souhaite qu'on conserve l'universalité, mais il y a bien d'autres choses à faire dans cette agglomération que de parler de façon systématique des fonds de concours. Maintenant que vous êtes réélu à Saint-Gilles, on revient pour parler vraiment de Saint-Gilles même. Ce sera quoi vos priorités dans un premier temps? Moi, des priorités, j'ai présenté 4 projets. D'abord, un projet pour les familles. Il faut qu'on continue à travailler pour nos écoles. J'ai le projet de regrouper notre centre de loisirs et notre crèche pour faire un projet d'excellence. Ça, c'est une ambition. D'accord. Évidemment aussi, nous, on a une entreprise, une grosse entreprise, la Delep, qui a déposé le bilan. Je veux en faire un grand parc urbain. Ça participera à la fois à la vie sociale de la ville, mais aussi à la protection de notre environnement. Il faut poursuivre les aménagements urbains. Voilà, il faut poursuivre les aménagements urbains qui ont été puissants pendant 6 ans, mais dont il reste encore beaucoup à faire. Il y a évidemment dans cette commune beaucoup de choses qui ont été faites, mais j'ai la lucidité aussi de savoir qu'il reste encore beaucoup à faire. Merci beaucoup, Monsieur Valadier, d'être venu le dire sur notre plateau ce soir. Et puis, écoutez, à très bientôt. On va poursuivre du coup notre émission tout de suite en allant du côté de Bagnols-sur-Cèze, puisque le maire Jean-Yves Chaplet est en ballottage très favorable pour ce soir, avec 39,71% des voix. Il fera face au second tour au Rassemblement national, qui peut l'emporter, même si elle a réalisé, Corinne Martin, la candidate, un score de 28,83% des voix. Je vous propose tout de suite d'écouter Jean-Yves Chaplet, qui était à notre micro durant la soirée. Je vous propose qu'on écoute tout de suite. Jean-Yves Chaplet, votre première réaction après ce score au premier tour, vous faites pratiquement 40%. Très heureux de ce score. Encore une fois, les Bagnolais soutiennent la politique que je mène sur Bagnols depuis maintenant quelques temps, de transformer cette ville. Ils ont aussi, je pense, apprécié que j'ai mené une campagne sans insulter personne, sans m'occuper des autres. J'ai développé que mon programme. Et puis, le scoop, c'est que, à partir de maintenant, je ne suis plus en campagne. Mon équipe continuera la campagne. Moi, aujourd'hui, les Bagnolais traversent une crise et la France traverse une crise sanitaire très importante. Et je suis à 100% disponible pour ça. Très bien, merci Monsieur Chaplet. Allez, on reviendra dans quelques instants sur Bagnols-sur-Cèze, puisqu'on vous proposera de découvrir la réaction de Corinne Martin, la candidate du Rassemblement national. Mais pour l'instant, on fait un détour et on revient à Nîmes. On a Vincent Bouget qui est sur notre plateau. Bonsoir, Monsieur Bouget. Bonsoir, Monsieur Samary. Alors, vous êtes la surprise ce soir quand même, en arrivant en 3e position devant Daniel Richard, alors que tous les sondages annonçaient Daniel Richard en 2e position. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir à Nîmes, ou qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée de ce premier tour à Nîmes? Alors c'est une question complexe. Oui, en 3e position et à 13 voix du président de l'agglomération, Yvan Lachaud. Donc effectivement, le score que nous faisons ce soir est un score qui est positif. Et donc on veut pas masquer notre satisfaction. Après, on sait que c'est dans un contexte très particulier, et nous voulons adresser à tous ceux qui sont aujourd'hui victimes de près ou de loin de cette pandémie nos plus sincères amitiés. On sait qu'il y a eu aussi des gens qui ont eu peur, voilà. Mais effectivement... Quand vous exprimez, ou en tout cas vous expliquez aussi le score de ce premier tour, bien évidemment par le fort taux d'abstention, mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les communistes se sont mobilisés autour de votre liste, parce que ce soir vous réalisez un score qui est pas inattendu bien évidemment, mais en tout cas les sondages annonçaient que vous étiez plutôt autour de 7-8%, et finalement vous êtes bien plus haut. Presque on a envie de vous dire aujourd'hui, est-ce que Daniel Richard va annoncer pour le second tour, s'il a bien lieu la semaine prochaine, tout simplement son ralliement à votre liste, ou en tout cas appeler à voter pour votre liste? Écoute, après voilà, moi je ne sais pas quel impact a eu sur chacun des électorats cette pandémie. Est-ce que c'était très sérieux de maintenir ce premier tour? Dans tous les cas, moi je constate effectivement qu'on a fait mentir le sondage, mais on l'avait dit qu'il y aurait une surprise. Et on aura une surprise au second tour, donc on peut me croire maintenant. Et effectivement, dans la cohérence et
qu'on a porté depuis des mois dans la campagne, mais je crois depuis bien plus longtemps sur la Mais ville. qu'est-ce qui a fait la différence à Nîmes? On se rappelle le score des européennes où vous étiez extrêmement déçus du score nîmois. Là, cette fois-ci, quand même, on peut considérer que le Parti communiste montre sa résistance à Nîmes. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? C'est plus que sa résistance. Après, la liste que nous conduisons avec Jeu Menu, c'est une liste de rassemblement, déjà, de la gauche Vous l'avez revendiqué citoyenne. comme une vraie liste de gauche, Oui. la seule liste de gauche. C'est ça aussi. Il y avait une peut-être dans cohérence. l'esprit. Nous nous sommes affirmés sur ce que nous étions. Nous avons construit un programme aussi en changeant la pratique politique, en ouvrant largement la porte de nos partis et puis en travaillant avec tous les citoyens qui voulaient travailler avec nous. Et je crois que ça a apporté. Je crois que la sincérité de ce que nous portions est apparue et c'est bien de voir ça. Et donc... voilà, c'est top. Qu'est-ce qui C'est va une se- étape, c'est une étape. Et Oui, parce qu'on a envie de vous dire quand même, il y a un second tour, mais Jean-Paul Fournier est déjà à 34,34%. Il va certainement encore évoluer. Aujourd'hui, il va falloir quand même largement progresser pour Moi, j'appelle au sortir rassemblement. Jean-Paul Fournier du fauteuil de maire de Nîmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les électeurs de Nîmes nous ont mis en situation d'être les premiers opposants, parce que je considère qu'Yvan Lachaud Mhm. et Jean-Paul Fournier, c'est la même politique. Nous avons battu, Enfin, deux, ils font presque 50%. Hein. nous avons battu le Front National à ce premier tour, et je veux le redire, c'était un de nos Mhm. objectifs. C'est vrai. Et nous nous mettons maintenant en situation de tourner la page de ces 20 ans de gestion commune d'Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier, même s'ils ne se parlent plus, et de proposer une alternative aux Nîmois. Et aujourd'hui, c'est à nous qui revient la responsabilité de tout ça. Donc nous appelons à ce rassemblement de tous ceux qui peuvent se reconnaître dans notre démarche, dans un cadre qui est clair, et je crois que c'est ce qui a aussi parlé aux Nîmois. On ne sait pas si le second tour aura lieu dimanche prochain, encore une fois, lié à l'épidémie de coronavirus. On a entendu beaucoup ce soir que certainement l'élection serait arrêtée, ce qui veut dire qu'il va falloir recommencer ce premier tour. Mais si d'aventure le second tour avait bien lieu dimanche prochain, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des échanges dans la semaine avec la liste, notamment de Daniel Richard, celle que vous êtes le plus proche quand même aujourd'hui, en tout cas dans les personnalités et dans les partis partenaires de la liste de Daniel Richard. Est-ce qu'il est possible encore de discuter cette semaine pour essayer de s'associer ? Écoutez, c'est pas cette semaine, c'est dans les 48 prochaines heures, la réalité. Je le redis, nous tendons la main, mais Même nous ouvrir la liste ou pas pour accueillir sur votre Nous liste tendons des la main personnalités à de tous la ceux- liste de Daniel Richard. Nous tendons la main à tous ceux qui peuvent se reconnaître dans une démarche de gauche, claire, sincère, dans une démarche citoyenne. Et évidemment, en responsabilité, nous le faisons. Et nous verrons bien si cette main tendue est prise ou non. Mais après, ça peut être une liste, mais c'est aussi aux électeurs de Nîmes à qui nous disons demain, nous sommes tout dans la cas, situation de disputer le leadership Le à rapport, de Jean-Paul force, Fournier. le rapport de force à gauche vous est favorable clairement ce soir. Donc j'ai envie de dire que vous tendez la main. Après, l'objectif aussi, c'est de négocier et de trouver des compromis, s'il y a possibilité de trouver des compromis entre votre Voilà. liste et celle de Daniel Mais Richard. nous ne... Vous fermez pas la porte, c'est ce que vous voulez Non, dire ce soir. Nous ne fermons pas de porte, nous n'avons jamais fermé de porte, nous avons toujours travaillé au rassemblement. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est la clarté politique, c'est la démarche que nous avons portée, parce que c'est aussi de notre crédibilité dont il est question. Et cette crédibilité, nous ne la galvauderons pas, parce que, voilà, je crois qu'on a un devoir de franchise et de cohérence, et un message aussi de confiance envers nos électeurs et au-delà. Voilà. Merci beaucoup Vincent Boucher Merci. d'être venu face à Objectif Gare ce soir Merci. et sur notre plateau. Bravo pour votre soirée. Merci beaucoup. Je vous propose tout de suite de continuer du côté de Bagnols-sur-Cèze. On a vu Jean-Yves Chaplet il y a quelques instants, le maire sortant qui est en ballottage très favorable avec près de 40% des voix. Et donc, seconde, c'est Corinne Martin, la candidate du Rassemblement national. Elle nous a dit quelques éléments tout à l'heure, on l'a interrogée et puis elle a réagi au micro de notre journaliste Thierry Allard sur l'agence de Bagnols-sur-Cèze. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
Corinne Martin, vous arrivez deuxième ce soir de ce premier tour. Votre réaction à ce résultat ? Eh bien, écoutez, il est vrai que dans l'actuelle conjoncture, avec l'histoire du coronavirus, nous avons eu un taux d'abstention quand même assez important. Donc, j'ose espérer qu'au second tour, nous ayons beaucoup plus de personnes qui viennent voter et qui participent maintenant à changer le visage de Bagnols-sur-Cèze. Jean-Yves Chaplet est quand même assez loin devant. Est-ce que ce résultat, pour vous, c'est une déception ? Comme je vous disais, il est certain que j'aurais estimé un résultat un petit peu plus conséquent, mais il est vrai que nous sommes dans une conjoncture qui est compliquée. Donc j'appelle aujourd'hui à ce que nombre de personnes se mobilisent pour le deuxième tour. Merci Corinne Martin. Allez, on est de retour. On va faire un tour d'horizon avec Coralie Mollaret, notre journaliste politique, qui est venue avec ses fiches et ses résultats. On va démarrer par Nîmes, parce que bien évidemment, il y a peut-être des personnes qui viennent de prendre l'antenne avec nous tout de suite et qui peut-être n'ont pas encore les scores de Nîmes, d'Alès, etc. Alors on le rappelle quand même, sur notre site internet objectivegare.com, depuis 20h, vous avez tous les résultats commune par commune dans le Gard, puisqu'on était en direct de la préfecture. Mais Coralie, est-ce que vous voulez bien nous rappeler les scores, s'il vous plaît, pour Nîmes ? Alors pour Nîmes, avec une participation qui, on le rappelle, est assez faible, très faible, de 32%. Oui. Le maire sortant, Jean-Paul Fournier, arrive avec 34%. Derrière lui, à 10 points d'écart environ, Yvan Lachaud. S'ensuit de Vincent Bouget, le candidat de gauche communiste. Oui. S'ensuit de Yohann Gillet, le candidat du Rassemblement national qui engrange 14,7% des suffrages. Derrière lui, Daniel Richard avec 12,1% des suffrages. David Tébib avec 5,3% et Stéphane Gély qui clôt la marche avec 2,3%. Quelle est la situation à Nîmes selon vous ? C'est-à-dire finalement là, pour expliquer vraiment à nos lecteurs et aux spectateurs qui nous suivent ce soir, qu'est-ce qu'on peut dire sur qui peut se maintenir en second tour en l'état ? Alors, ce qui est inédit et ce qui est dû très certainement à la faible participation, c'est cette quintagulaire ou pentagulaire, comme on l'appelle. Donc, le nom est un peu étrange, mais c'est qu'on a 5 candidats qui ont passé la barre des 10%, donc de fait, qui peuvent se maintenir au second tour. Et ça, c'est assez inédit. Est-ce que vous, dans votre vision politique, vous suivez au quotidien l'actualité de Nîmes, l'actualité politique de Nîmes ? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des rassemblements éventuellement de listes ? Certainement, mais lesquels ça va être compliqué. Alors, vous avez interrogé Vincent Bouget, qui pourrait peut-être se rallier avec la liste de Daniel Richard, mais ça semble quand même compliqué vu l'animosité qu'il y a eu pendant la campagne où Daniel Richard ne voulait pas entendre parler des communistes. Oui, mais Daniel Richard avait l'air de dire où je suis élu, où je m'en vais. Donc on pourrait imaginer que finalement il décide lui de plus être tête de liste pour le second tour. Est-ce qu'on pourrait imaginer là à ce moment-là que ça puisse discuter avec le Parti socialiste, avec Europe Écologie Les Verts, etc. et tous se ranger derrière Vincent Bouget ? Une certaine fusion peut-être, mais ça va être compliqué parce qu'il faut se rappeler, se remettre quand même dans le contexte de la campagne. Hein. C'est que Daniel Richard est arrivé de nulle part et des partis se sont alliés à lui en disant que les communistes c'était fini, qu'il fallait, c'était la vague écolo, la préoccupation écologique. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Et connaissant un peu les communistes comme on les connaît à Nîmes, il y a quelques rancœurs, ils ont la rancune tenace quand même. Hein. Est-ce que, je le dis comme ça, est-ce que Yvan Lachaud pourrait convaincre Daniel Richard de s'associer pour le second tour? Là, ce qui va être compliqué, c'est en fait, c'est Daniel Richard qui est compliqué parce que Daniel Richard qui s'est présenté ni de droite ni de gauche. Il peut se mettre avec personne aujourd'hui. Il s'est allié avec des partis de gauche. Enfin, il a une personnalité qui pourrait être assimilée quand même à la droite en tant que chef d'entreprise. Donc c'est compliqué. Si Daniel Richard veut rejoindre un Yvan Lachaud, quid de la France insoumise, quid du Parti socialiste qui ont tapé à bras raccourcis sur bilan Fournier-Lachaud. Donc mais est-ce que du coup il pourrait y avoir un éclatement de la liste de Daniel Richard avec une partie qui partirait avec Yvan Lachaud et une autre partie qui partirait avec Vincent Bouget? On ne peut pas fusionner comme ça. Les listes peuvent se rassembler, mais on ne peut pas aller partout là où on veut. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est pas possible. Un autre mot sur Nîmes? Oui, alors donc on l'a dit, la surprise, c'est les communistes qui se hissent à la tête de la gauche, et c'est surtout le score du Rassemblement national.
qui est pas terrible parce que... Ce qui était étonnant, ce que Yoann Gillet nous disait tout à l'heure, il mettait tout ça sur la faute de l'abstention, mais à ce moment-là, on a envie de dire que c'est toutes les listes qui ont subi l'abstention. Voilà, parce qu'on le voit aussi à l'Est quand même, Oui. le Front National qui est à 8%, on le voit dans d'autres communes. Enfin, le Front National, l'absence de mobilisation Oui. a impacté tout le monde, tous les candidats. Mais le FN, on le voit un peu plus. On le voit à Nîmes, où quand même Yoann Gillet est derrière la gauche, derrière Yvan Lachaud. Donc on voit que, son électorat, il s'est moins mobilisé, Oui. et que certainement, il a certainement été capté par d'autres candidats. Un dernier mot, et puis on reviendra, puisqu'on va écouter Claire Lapeyronie, du coup, la maire sortante de Pont-Saint-Esprit, qui a fait un beau score également ce soir. Mais juste avant, je voudrais qu'on reste sur le Rassemblement national et qu'on parle de la communauté de communes de Beaucaire. Parce qu'on avait Julien Sanchez tout à l'heure, bien évidemment, qui se félicitait, puisqu'il a réalisé un score de 60% et qu'il est réélu dès le premier tour. Par contre, c'est vraiment la déception sur toutes les autres communes de la communauté de communes, puisque finalement, le maire de Bellegarde, Juan Martinez, est réélu dès le premier tour. Valabrègue, c'est pareil, je crois. Donc, ça veut dire, en gros, qu'aujourd'hui, il n'aura jamais la présidence de la CCBTA. Alors non, et c'est vraiment une défaite déjà au niveau national pour le parti de Marine Le Pen qui faisait de cette communauté de communes, l'une des premières qu'elle pouvait avoir en France. Bien sûr. Et puis au niveau local, parce que la communauté de communes de Beaucaire Terre d'Argence, elle a de l'argent, elle a des compétences clés. Bien et sûr. forcément, mettre la main sur cette communauté de communes, c'est grandir politiquement. Ouais. Le problème, c'est que pour ça, déjà dès le départ, la stratégie de Julien Sanchez était un peu biaisée. C'est que oui, il a fait un bon score sur Beaucaire. Il aurait pu faire mieux. S'il avait fait 60%, il aurait pu avoir un élu de plus à la CCBTA. Il aurait pu faire un peu pencher les équilibres. Mais à Bellegarde, à partir du moment où Juan Martinez a été élu, tous ses espoirs sont tombés finalement. Merci beaucoup Coralie, vous restez avec nous. Je vous propose tout de suite qu'on découvre la réaction de la maire sortante Claire Lapeyronie. Elle était à notre micro dans la soirée. Je vous propose de découvrir tout de suite sa réaction. Je suis très heureuse de ce résultat. Je regrette un peu la faible participation d'Esprit Pontin à ce vote, puisque la participation globale est de 44% seulement, si j'ose dire. Mais au vu du contexte actuel, c'est quand même plutôt une bonne participation. Je donne rendez-vous donc à tous mes électeurs au second tour pour gagner une bonne fois pour toutes. Très bien. Et comment vous sentez le deuxième tour Écoutez, je crois que là, les élections municipales cette année sont très liées à la crise sanitaire que connaît notre pays. Donc nous allons voir comment les choses se passent au niveau national dès demain. Et on en saura plus dès demain sur les conditions du deuxième tour, je pense. Et ce premier bon résultat, vous l'attribuez à quoi alors, je pense que l'équipe que j'ai l'honneur de conduire, la liste ensemble, a mené une campagne honnête. C'est vrai que je suis le maire sortant et le bilan de l'équipe actuelle est excellent. Donc j'en appelle à une grande mobilisation pour le deuxième tour, donc le week-end prochain, j'espère. Allez, après Pont-Saint-Esprit, on vient d'avoir du coup la réaction de Claire Lapeyronie, la maire sortante. Je vous propose de découvrir tout de suite les résultats. Les résultats, on va en parler juste après avec Coralie Molari, mais de voir la réaction de Robert Crost, le maire sortant du Grau-du-Roi. Là aussi, il y avait de véritables enjeux sur le Grau-du-Roi et Robert Crost est arrivé là aussi en tête. On le rappelle, c'est le maire sortant du Grau-du-Roi. On vous propose de découvrir tout de suite sa réaction. On l'a récupérée tout à l'heure avec notre journaliste Boris Boutet qui était sur place. D'abord dire qu'il y a une forte abstention et que le contexte de l'épidémie du virus, bien sûr, a retenu beaucoup de Grolènes et de Grolins. Ils ne sont pas venus, pour beaucoup, 45%, s'exprimer. Pour autant, nous recevons, avec l'équipe Tenons le Cap, un score de quasiment 45% sur les exprimés, ce qui est une véritable reconnaissance par rapport au bilan du mandat qui vient de s'écouler, mais aussi par rapport aux propositions que nous avons faites avec l'équipe Tenons le Cap qui se présente avec moi.
Nous considérons que ce score nous met dans de parfaites perspectives de réussite pour le second tour. La dynamique est forte. Ensuite, on voit bien que l'opposition reste très divisée et que si toutefois il y avait quelques alliances, ça serait celle de la carpe et du lapin. On pense que les cicatrices qu'il y a entre les deux camps ne sont pas prêtes à se refermer. En tout cas, on ne compte pas sur ça. On compte sur notre propre dynamique et nous commençons la campagne dès ce soir. Nous allons convaincre celles et ceux qui ne sont pas venus de venir, de les rassurer, bien sûr, pour pouvoir s'exprimer au second tour et nous conduire à la victoire dimanche prochain. Merci. Allez, on est de retour sur le plateau d'Objectif Gare pour Face à Objectif Gare, le débrief. C'est les toutes dernières minutes de notre émission et Coralie Mollaret, notre journaliste politique, est toujours avec nous. On a parlé de Nîmes, on a parlé de la communauté de communes de Beaucaire. On va maintenant s'intéresser à Alès puisque donc Max Roustan est réélu encore une fois dès le premier tour. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Coralie ? Déjà que c'était pas aussi facile sur le papier, même si beaucoup le pensaient. Alors on le rappelle encore, le scrutin est quand même inédit parce que la participation à Alès s'élève à 33%. On était à 61% en 2014. Et puis ça signifie simplement, le score d'Alès signifie que peu importe en fait la participation, les équilibres sont respectés à Alès. C'est Max Roustan, le maire qui est élu depuis 95, qui est réélu au premier tour. Il tutoie les scores qu'il avait eus à ses premières élections et c'est lui le maître. Il est imbattable à Alès. Oui, parce qu'il y avait une union de la gauche, on le voit avec Paul Planck, qui fait quand même un résultat qui est honorable, 24, mais 22, qui n'arrive, 8, voilà, ouais. exactement, mais qui n'arrive pas à s'imposer parce que Max Roustan reste la valeur sûre d'Alès, malgré le fait qu'on avait entendu aussi que Christophe Riven, qui avait été intégré sur sa liste, pouvait du coup, pourquoi pas, venir abaisser son score. Au final, c'est pas du tout le cas. En fait, les Alésiens, ils aiment bien Max Roustan, mais ils aiment bien aussi Christophe Riven. Est-ce qu'ils aiment bien Christophe Riven ? Ça, on le saura quand il y aura une vraie élection sur son nom sur Alès. On ne peut pas dire le contraire. Mais... Oui, mais Max Roustan avait laissé quand même clairement entendre que c'était la personne de confiance sur sa liste et avec qui il avait l'intention de lui laisser le bâton de maire, éventuellement. Oui. Après les électeurs ont quand même voté Max Roustan. Donc après, c'est à voir dans l'avenir et comment ça s'inscrira dans l'avenir. Mais ce qui est aussi fou, c'est que la gauche a quand même fait une bonne campagne. Oui. Elle était sur le terrain. Oui. Le Parti socialiste et le Parti communiste se sont alliés. Le PS a laissé la place au Parti communiste. C'est vrai que ça peut être dommage et ils peuvent être déçus aujourd'hui parce que malgré les efforts, il va falloir attendre que la fin de règne de Roustan, que l'ère Roustan se termine pour pouvoir prendre la suite. Effectivement. Un mot sur Bagnols-sur-Cèze avec Jean-Yves Chaplet. Du coup, on le disait à plusieurs reprises, on l'a entendu tout à l'heure, il est en ballottage très favorable avec pratiquement 40% des voix. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que là aussi, pendant la campagne, beaucoup ont critiqué Jean-Yves Chaplet, le maire sortant, parce qu'il aurait eu, soi-disant, l'étiquette En Marche. Il l'avait, finalement, il ne l'avait plus, etc. Bon, il fait pratiquement 40%. Il a de très grandes chances d'être réélu dimanche prochain si d'aventure le second tour a lieu. Alors, Jean-Yves Chaplet, il bénéficie de plusieurs facteurs. Notamment, on le voit avec nos journalistes. Oui, c'est la première fois qu'il se présente sur son nom, par contre. Oui, voilà. Et comme on l'a vu dans les différents articles qui ont été faits par notamment Thierry Allard, qui est dans notre agence à Bagnols, c'est que Jean-Yves Chaplet a pris la suite de Jean-Christian Rey. Et Jean-Christian Rey, au début, a redressé les comptes. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'inauguration, il n'a pas beaucoup coupé de ruban. Sauf que Jean-Yves Chaplet, lui, l'a fait, tout ça. Donc, du coup, au niveau des électeurs, c'est perçu comme quelqu'un qui a fait. Et puis, il a une autre façon d'exercer le pouvoir. Il a un autre rapport, sans doute, avec les électeurs. Et tout ça, c'est à mettre à son crédit, du coup. Effectivement. On dit un mot sur Saint-Gilles puisque du coup, Eddy Valadier a été réélu avec plus de 60, très largement réélu. 70%. C'est quoi là ? C'est les fonds de concours de Nîmes Métropole. Finalement, c'est un bon négociateur, même avec le département, parce que je crois qu'il a bénéficié aussi de subventions du département dans le cadre de ses projets. Alors, c'est quoi qui explique ce score incroyable c'est sûr que d'Eddy les Valadier ? projets, ça a joué. Les électeurs au municipal, ils savent pour qui et pourquoi ils votent. On ne peut pas leur faire. On peut faire aux législatives. Et la ville de Saint-Gilles a quand même changé, on peut le dire. Alors, c'est ça qui est fou, c'est que dans cette élection, Saint-Gilles, il y a 6 ans, quand il y avait notamment Gilbert Collard, le duel avec Gilbert Collard, on parlait du Rassemblement national, on parlait de son passé d'extrême droite, frontiste. Aujourd'hui, on n'en entend mais plus du tout parler. Saint-Gilles, c'est Eddy Valadier, c'est celui qui récupère des subventions. C'est le Max Roustan de Saint-Gilles.
On peut dire ça comme ça, avec le côté camarguais en plus, mais on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, force est de constater que, quel que soit le contexte politique, vous l'avez dit tout à l'heure à l'agglo, où il a su quand même tirer parti, il faut le dire, des dissensions entre Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, et Yvan Lachaud, le président des métropoles. Et au département, la majorité relative qui a contraint le président socialiste du département un peu ouvrir le porte-monnaie pour donner des subventions. D'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui, Eddy Valadier propose de rénover quand même le collège de Saint-Gilles. Alors oui, il en a besoin, c'est sûr. Oui, les projets qu'il présente, ils sont bien ficelés. Mais c'est quand même un fin politique et ça, il faut lui reconnaître. Est-ce que, du coup, maintenant qu'il a été réélu, avec, on l'a dit, plus de 70% des suffrages, il regarde d'un œil très attentif la présidence de Nîmes Métropole. Vous le connaissez plutôt bien, Eddy Valadier, puisque vous avez eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises, de faire pas mal de papiers avec lui, etc. Est-ce que vous pensez qu'il va arriver à ses fins? Est-ce qu'il pourrait récupérer la présidence de Nîmes Métropole? Là, ça va être compliqué. Ça sera vraiment le 3e tour des élections municipales. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que finalement, il peut être tout à fait légitime. C'est la 2e ville, non, de Nîmes Métropole? C'est la 2e ville de Nîmes Métropole. Tout le monde est légitime. Après, l'objectif, c'est de trouver des alliances politiques pour que, de façon numérique, on arrive à avoir toutes les voix. Mais Eddy Valadier peut profiter d'un certain contexte. On sort quand même de la guerre Fournier-Lachaud qui a duré des années. Des maires n'en peuvent plus. C'était très compliqué l'exercice du pouvoir. Quand on était trop proche de l'un, on n'était peut-être pas assez proche de l'autre. Il y avait une espèce de dualité et certains maires n'en pouvaient plus et n'en peuvent plus aujourd'hui. Eddy Valadier, la chance qu'il a, c'est de se dire, voilà, moi je suis élu de la 2e ville de Nîmes Métropole. Je suis ni pro ni contre la ville de Nîmes. Je peux essayer de travailler pour l'intérêt général. Bien sûr. Pourquoi pas? Après, il va falloir faire des équilibres, rallier des maires, ça va être compliqué. Et surtout que la ville de Nîmes, quand même, a beaucoup d'élus communautaires. Donc ça va être compliqué. Allez, on dit un dernier mot pour terminer cette émission sur Vauvert. On a touché le sujet tout à l'heure. Puisque donc Jean Denat, qui était ici en plateau, nous a expliqué qu'il était très confiant pour le second tour de dimanche prochain. Mais vous avez quand même soulevé quelque chose par rapport à ce qui s'est passé ce soir, enfin cette journée et les résultats de ce soir à Vauvert. C'est qu'en fait, le Rassemblement national fait un score très important dans la ville de Vauvert. Il talonne de 2 points quand même. Jean Denat qui a 45, Jean-Louis Maisonnet arrive à 43%. Alors oui, sur le papier, il est en ballottage favorable. Mais quand on regarde le report de voix, avec une candidate, une candidate de droite qui a 9% des voix et un monsieur Lebeau qui a 3%. On ne sait pas comment va se passer le report de voix. Le problème qu'il y a eu à Vauvert... Il avait le sentiment, apparemment, ce que nous disait Jean Denat, que finalement la candidate de droite, elle pourrait plutôt appeler à voter pour Jean Denat que de ne pas prendre position. Est-ce que vous y croyez? La candidate de droite, ce ne sont pas les électeurs de droite. On l'a vu depuis des années, les candidats ne sont pas propriétaires de leur voix. Les électeurs font ce qu'ils veulent. Et on le sait qu'en petite Camargue, la droite républicaine a une certaine forme de porosité avec l'extrême droite. Mais ce qui est compliqué à Vauvert, et ce que Jean Denat doit faire dans la semaine, et ce qu'il va certainement faire, c'est mobiliser les abstentionnistes. Sur des bureaux de vote, de ces électeurs ne sont pas allés voter. Et puis Vauvert, il faut se dire qu'il n'y a pas longtemps, ils ont eu un nouveau député, qui est Nicolas Maisonnet, le fils de Jean-Louis Maisonnet. Gilbert Collard, qui est aussi élu de ce territoire, est devenu député européen. Petit à petit, quand même, l'extrême droite grignote du terrain. Donc, il faut regarder Vauvert avec un œil particulier. On ne sait pas si elle basculera au soir du 22 mars au Front National. Mais voilà, c'est une situation, c'est un point à regarder, vraiment. Ce qui est intéressant pour terminer, c'est que finalement, Vauvert, c'est presque l'exception ce soir, avec un Front National qui est aussi fort. Parce que finalement, à part Beaucaire, mais on va dire que c'était presque plié d'avance, que Julien Sanchez soit réélu, finalement, les scores du Front National, enfin du Rassemblement National, dans beaucoup de villes du Gard sont très décevants. À part à Vauvert. Oui, à part à Vauvert. Très décevants. Parce qu'ils ont on mobilisé attendait un leurs gros électeurs. score à Bellegarde. Finalement, Juan Martinez est réélu tout de suite. À Valabrec, c'est la même chose. À Nîmes, on peut le dire, Johan Gillet fanfaronnait quand même pendant des semaines en disant qu'il serait le premier. Finalement, il arrive 4e, pardon. Alors, il y a une dichotomie à faire déjà avec les grandes communes. Un score du Front National à Nîmes n'est pas pareil qu'un score du Front National à Saint-Gilles ou à Vauvert. Et à Vauvert, c'est pas le même Front National qu'à Bellegarde, par exemple. Puisqu'à Bellegarde, la candidate n'était pas implantée. Elle a déménagé il y a 6 mois à Bellegarde. Et puis Julien Sanchez, le maire de Beaucaire, l'a investi pour essayer de nourrir ses ambitions à la CCBTA. C'est pas le cas de Vauvert. Mais pourquoi le Front National a une aussi mauvaise stratégie finalement? Parce qu'il y a beaucoup de territoires finalement autour de Beaucaire.
Beaucaire, autour de Vauvert, où ils adoptent une stratégie qui est mauvaise finalement d'installer une candidate comme ça 6 mois avant une élection. Sinon, il n'y a personne. Regardez sur la CCBTA. Il aurait fallu mettre des candidats partout. Sauf que Julien Sanchez n'a pas pu le faire. Les seules communes où il aurait pu en mettre, c'était à Valabrec et c'était son premier adjoint à la ville de Beaucaire. Et puis à Bellegarde, Jonquière-Saint-Vincent, Fourques, il n'y a pas eu de candidat Rassemblement National. Les gens continuent de voter Rassemblement National dans le Gard, c'est un fait, mais de là après à s'engager et à partir avec l'étiquette, c'est autre chose. Allez, un tout petit mot quand même, parce qu'on n'en a pas parlé toute la soirée, c'est d'Uzès, puisque du coup, Monsieur Chapon, le maire sortant, est réélu une nouvelle fois. Avec 58% des voix. Il reste le duc. C'est Fabrice Verdier qui va être content. Très certainement, parce qu'il est voix à présider la communauté de communes. Mais oui, Jean-Luc Chapon, force est de constater que les électeurs sont attachés à leur maire. Et ils ne veulent pas dire au revoir à Jean-Luc Chapon, comme ils n'ont pas voulu dire au revoir à Max Roustan. Et ça, force est de constater que ça continue et que surtout l'opposition aussi était divisée. Alors, ça minimise aussi les chances d'essayer de déboulonner Jean-Luc Chapon. Merci beaucoup Coralie Mollaret pour toutes ces explications fort utiles et qui, j'espère, ont permis d'éclairer l'ensemble de nos lecteurs et l'ensemble des spectateurs qui étaient avec nous ce soir pour le Facebook Live. Voilà, l'émission touche à sa fin. On a passé quand même 1h30 ensemble. Je voudrais remercier beaucoup de monde. Je voudrais remercier déjà la technique, Monsieur Romain Curat. Je voudrais remercier Adrien Féniche. Je voudrais remercier l'ensemble de nos journalistes sur le terrain, l'ensemble des journalistes sur ce plateau. Je voudrais remercier le préfet du Gard qui a très gentiment, à la dernière minute quand même, est venu sur notre plateau et a accepté de s'exprimer pendant plusieurs minutes, à la fois sur les municipales, mais à la fois bien évidemment sur l'épidémie de coronavirus. Merci à vous, chers lecteurs, de nous avoir suivis. On sait que le site, il y a eu beaucoup de ralentissements ce soir parce que vous étiez très nombreux à vouloir les résultats dans les différentes communes du Gard, mais on a essayé de faire le maximum pour ce soir vous permettre d'avoir un éclairage le plus utile possible et le plus pertinent sur ce premier tour des élections municipales. On reste mobilisé, on n'a pas la certitude qu'il y aura de second tour. En tout cas, sachez que notre rédaction sur le département du Gard, malgré toutes les décisions qui vont être prises dans les prochains jours, fera le maximum pour continuer à vous informer sur l'actualité. Passez une excellente soirée. Merci de votre fidélité.